Merci à tous d'être présents à cette deuxième conférence en collaboration, de collaboration entre le Café pédagogique et Évidence B. Alors, ça s'inscrit dans un cycle de conférences des terrains innovants. On vous propose des regards croisés sur la recherche et les apprentissages et en fait, comment la recherche vient rencontrer le travail de terrain des enseignants. Donc, l'idée, c'est que là, en première partie, vous allez avoir une présentation de Benjamin Clément que je vais vous présenter. Et ensuite, une petite demi-heure, je crois à peu près, c'est ce qu'on s'était dit, Benjamin, d'échange sur cette thématique. En fin de conférence, je vous rappellerai nos prochains rendez-vous, comme ça vous les aurez d'ores et déjà. Ils seront annoncés dans le café pédagogique d'ici peu et vous aurez aussi la possibilité de revoir cette conférence en ligne. Il y aura un replay et le café pédagogique vous présentera un article de reprise de ce qui s'est dit aujourd'hui. Juste pour vous le rappeler rapidement, parce qu'on a une conférence qui commence tout de suite à la rentrée parisienne, le 8 mars. Ce sera indiqué dans l'Expresso du lundi. Mais comme ce sont les vacances du café pédagogique, nos lecteurs doivent le savoir, nous sommes en vacances, donc ce qui explique aussi que je suis un peu confuse. Je ne suis pas en mode travail. Donc voilà, le 8 mars, ce sera notre prochain rendez-vous. Élodie, si je ne dis pas de bêtises, c'est manipulation et activité autour du sens du nombre pour acquérir les savoirs mathématiques fondamentaux. C'est bien ça? Exactement. Oui. Tout à fait. C'est dans le cadre de la semaine des maths, donc on tenait absolument à avoir une petite conférence sur cette thématique. Benjamin, vous êtes prêt? Benjamin? Oui. Vous êtes là? D'accord. Oui, je suis là. Donc, ok. Benjamin Clément est docteur en informatique. Il travaille sur l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Il est en collaboration avec Évidence B depuis 4 ans et la start-up Évidence B utilise son algorithme pour accompagner la différenciation pédagogique qui est proposée dans les exercices proposés par les différents logiciels d'Évidence B. Donc, c'est pas... Parce que moi, je suis un peu novice dans ce domaine-là. Une petite précision, donc je collabore avec Évidence B depuis 4 ans et maintenant donc, je travaille chez eux, je suis donc lead data scientist au sein de l'entreprise maintenant. D'accord. Lead data scientist, c'est ça? Oui, tout à fait. Vraiment plus à la page. Globalement, je suis directeur du service IA de l'entreprise. On pourrait dire ça comme ça. Ok, super, merci. Donc, je disais, c'est ma deuxième conférence avec Évidence B. Je découvre un peu les propositions, les outils que propose cette start-up qui sont assez intéressants. Et puis, comme j'étais enseignante pendant longtemps, je me rends compte de la pertinence de ces outils. En gros, ça permet, en tout cas, ce que va vous présenter aujourd'hui Benjamin Clément, c'est tout ce qui permet de différencier le travail pédagogique de vos élèves, des élèves en général. Voilà, il m'a expliqué un peu, il a vulgarisé les choses pour moi, Benjamin, tout à l'heure, j'ai trouvé ça très bien. C'est-à-dire qu'avant, on donnait l'exercice 18, 20, 40 de telle et telle page à nos élèves. Et aujourd'hui, on donne un exercice et en fonction du niveau de chacun, l'algorithme proposera une suite d'exercices adaptés à la difficulté de l'élève. Donc voilà, je crois que j'ai bien résumé. Ça va, j'ai tout compris? Oui, c'est à peu près ça. Je vous laisse commencer alors, Benjamin. Ok. Donc, je ne me représente pas. Donc, voilà. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un algorithme qui s'appelle ZP2S, que j'ai développé pendant ma thèse et sur lequel je travaille donc, depuis 10 ans, et qui est donc maintenant le moteur d'exercice au sein des applications et des produits faits par Évidence B, et qui donc s'occupe de gérer la personnalisation des contenus pour les élèves en fonction de leur progression et du niveau que l'algorithme évalue. Donc, je vais d'abord vous parler un peu du contexte dans lequel cet algorithme a été développé. Ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une activité ou une famille d'exercices, une activité pédagogique. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Comment est-ce qu'on le définit? Comment est-ce qu'on le caractérise? Et ensuite, donc, on va voir quelles sont les activités qui sont les plus pertinentes à proposer aux élèves.
Ensuite, je vais vous parler de l'algorithme en lui-même, donc ZP2S, en essayant de vulgariser l'architecture et comment est-ce qu'on fait pour gérer les activités qui sont pertinentes. Et après, je vous parlerai d'une expérimentation qu'on a fait donc pendant ma thèse, enfin pendant mes années de thèse, en fait de plusieurs expérimentations, mais je vais vous parler d'une expérimentation en particulier, la dernière, sur laquelle on est en train d'écrire un papier de recherche pour publier les résultats. Donc le contexte, c'est que, comme tout le monde le sait, nous sommes tous différents. Tout le monde est différent, que ce soit notre âge, notre background socioculturel, etc. Qui nous met donc dans des dispositions différentes pour apprendre différentes choses. Et donc ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours et c'est aussi particulièrement vrai dans la classe. Les enseignants sont confrontés à ça tous les jours et à la différence des élèves, à devoir gérer et apprendre à enseigner aux différents, en prenant en compte toutes ces différences. Voilà, donc une petite illustration hein, qui illustre ce propos, c'est le fait que, par exemple, pour avoir une sélection donc qui est, alors j'ai plus le mot en français, qui est équitable pour tout le monde prend le même examen qui sera de grimper à l'arbre. Et donc bon, ben, le poisson rouge, l'éléphant et l'otarie semblent bien moins équipés pour grimper à l'arbre que le singe, par exemple. Donc voilà, petite image pour illustrer ce propos. Et donc quand on parle de systèmes informatiques pour l'apprentissage, on va parler souvent de ce qu'on appelle les systèmes tuteurs intelligents. Donc les systèmes tuteurs intelligents sont, sont composés de 4 éléments principaux, qui sont donc le modèle du domaine, donc qui vont amener les informations à propos du domaine d'apprentissage. Donc imaginons les maths, quand on veut apprendre les additions, bah, ça va être tout ce qui a rapport avec les additions. Ensuite, on a le modèle de l'apprenant, dans lequel on va avoir toutes les informations à propos donc, de l'élève, de l'apprenant. Donc par exemple, les dernières activités qu'il a faites, est-ce qu'a priori on sait déjà il a des difficultés ou des facilités, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir le modèle tuteur. Donc le modèle tuteur, c'est le modèle qui va utiliser le domaine de l'apprentissage et le modèle d'apprenant pour proposer une activité. Et donc essayer de proposer la meilleure activité possible, en général, à l'apprenant, en fonction du domaine. Et enfin, il y a la quatrième composante, qui est ce qu'on appelle le modèle de l'interface utilisateur, et qui donc fournit les interactions et les informations à l'apprenant. Donc ça va être ce qui correspond à l'interface utilisateur, donc ce à quoi l'élève est présenté. On présente, donc c'est comme ça qu'on présente les problèmes à l'élève. Et donc, pendant ma présentation, je vais principalement parler des 3 premiers modèles, qui sont donc le domaine, l'apprenant, et particulièrement le modèle tuteur, qui est donc l'algorithme que j'ai fait. Donc, qu'appelle-t-on une activité pédagogique? Qu'appelle-t-on un espace d'activité? Une famille d'exercices dans le cadre de ma recherche et donc du coup maintenant au sein d'Evidence. Donc en fait, on appelle un espace d'activité un espace dans lequel on va avoir différentes dimensions. Donc avec par exemple des types d'activités. Donc imaginons l'addition, la soustraction, la multiplication. Et une autre dimension, par exemple, qui va pouvoir être la difficulté. Donc par exemple, le niveau de difficulté pour une addition, au départ, on peut avoir des additions simples en faisant 5 plus 2, puis un niveau plus difficile où on va commencer à avoir des sommes avec des dizaines. Et ensuite, on va avoir un niveau encore plus difficile où on va avoir des décimaux. Et on peut voir la même chose pour la soustraction et la multiplication. Donc c'est un exemple très simple hein, pour illustrer le propos. Et donc, enfin, on peut avoir aussi une autre dimension qui est, entre guillemets, annexe à la dimension pédagogique, qui correspond donc à addition, soustraction et niveau de difficulté, qui peut être la présentation. Donc par exemple, comment est-ce qu'on présente le problème? Donc là, j'ai pris un exemple où on peut avoir soit des chiffres, soit une représentation avec des points, soit une représentation avec d'autres types d'images, voilà. Qui a priori n'a pas forcément d'impact sur le niveau de difficulté ou sur les dimensions pédagogiques du problème. Et donc, ce qu'on va appeler une famille d'exercices ou une activité, ça va être toutes les activités qui correspondent à une sélection particulière des différentes valeurs pour chaque dimension. Donc, par exemple, on va avoir une addition de niveau 2 présentée, par exemple, avec des points. Une question ou non? Non, c'est bon. OK. Voilà. Et donc, en gros, ça va correspondre à une famille d'exercices ou une activité, c'est-à-dire que ça va être tous les exercices qu'on va pouvoir générer de cette manière. Donc, imaginons 37 plus 12, 42 plus 18, voilà, plein de choses comme ça.
Et donc, un exemple au sein d'Adaptive Math, c'est que, donc, par exemple, dans le module nombre et calcul, on va avoir différents objectifs. Un des objectifs, c'est positionner des nombres. Donc, ça fait partie de l'ensemble des différents exercices qu'on peut faire. Positionner des nombres. Et au sein de l'objectif positionner des nombres, il y a les activités qui correspondent à situer les nombres de 1 à 100 sur une échelle, et ici, donc, sans graduation intermédiaire, donc qui ne représente pas le 50. Voilà, donc ça, par exemple, c'est un exercice, ça fait partie. Et donc, tous les exercices qu'on peut générer comme ça, donc là, on doit poser 52, mais on pourrait poser 48, 72, etc. Donc, tout cela forme la famille d'exercices qui correspondent à ce module, cet objectif et cette activité. On va avoir un autre exemple, où, donc toujours dans le nombre et calcul, où on va, par exemple, comparer des collections. Donc là, c'est comparer des collections avec des nombres entre 1 et 20. Et là, on a sur les activités de 1 à 10 objets. Donc c'est pareil, toute la famille d'exercices, on va pouvoir comparer ce genre de choses. Dans un second temps, on peut aussi avoir ça donc, avec Adaptive Language, donc là où on va travailler des langues. Donc dans le module d'orthographe, par exemple, où le but est, donc l'objectif est de maîtriser les homophones grammaticaux, pardon, et où on va repérer. Et là, c'est un type d'activité où on va repérer et corriger. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, on a d'autres types on a une autre activité, par exemple, qui est le niveau inférieur, enfin qui est l'activité inférieure, hein, donc entre guillemets le niveau inférieur, où l'élève doit choisir quelle est la bonne réponse. Et ici, il doit repérer et corriger ce qui ne va pas. Dans un autre module, qui peut être par exemple le module verbe, ici on va avoir comme objectif identifier les formes et valeurs du présent de l'indicatif, et où l'activité va être la conjugaison indicatif présent. Donc voilà, et donc ça, pareil, on va avoir une autre famille d'exercices qui va correspondre à cette activité, et quand l'élève va jouer à cette activité, enfin aux exercices correspondant à cette activité, on va récupérer cette information. Donc maintenant qu'on a vu à quoi correspond une activité ou une famille d'exercices, on va voir quelles sont les activités les plus pertinentes et celles qui favorisent l'apprentissage et particulièrement la motivation. Car un énorme challenge est de garder l'élève motivé et engagé dans l'activité d'apprentissage, et donc à faire des exercices, etc. Donc, les travaux qu'on a fait pour déterminer quelles étaient les activités les plus pertinentes s'inspirent de la théorie du flow, donc de Csikszentmihalyi. Vraiment, il est un peu dur à dire celui-là. Et qui donc a émis l'hypothèse de ce qu'on appelle un flow optimal, qui correspond à un moment où le challenge donc d'une activité d'apprentissage correspond exactement au skill, à la compétence de l'apprenant. Et où donc, si on reste dans cette zone, si on propose des activités qui ont un challenge qui correspond de manière optimale au skill de l'apprenant, à la compétence de l'apprenant, alors l'apprenant va être dans un état de flow, c'est-à-dire il va être pleinement engagé dans l'activité. Si jamais on lui donne des activités qui ont un challenge bien plus faible que sa compétence, alors il va pouvoir s'ennuyer. Et si le challenge est trop élevé, alors l'apprenant va être dans une situation d'anxiété. Donc par rapport à ces théories-là, l'équipe Flowers dans laquelle je travaillais, à l'Université de Bordeaux, a étudié des modèles du développement de l'enfant, qui étudie donc et qui a développé un modèle d'apprentissage intrinsèquement motivé. C'est-à-dire qu'on a cherché chez les bébés et chez les enfants en bas âge, qu'est-ce qui motivait intrinsèquement les enfants comme activité à faire. Et donc ça a amené à des modèles d'apprentissage avec curiosité artificielle. Donc la question est, qu'est-ce qui motive intrinsèquement les enfants, les bébés, etc., lorsqu'ils font des activités? Et c'est là qu'on a émis donc l'hypothèse, qu'on appelle l'hypothèse du progrès en apprentissage. C'est-à-dire que, en fait, même nous, mais les enfants aussi, on est intrinsèquement motivés et engagés dans des activités dans lesquelles on progresse. C'est-à-dire dans lesquelles on va réduire notre erreur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'à droite, en haut, on a différentes activités, donc en rouge, en vert, en noir et en bleu, et donc avec un taux d'erreur. Donc par exemple, on voit que l'activité rouge, l'apprenant fait tout le temps énormément d'erreurs, il ne progresse pas, il n'arrive pas à réduire le nombre d'erreurs qu'il fait. L'activité bleue, la 4, au contraire, il a un succès garanti à chaque fois, il ne progresse pas non plus, mais parce qu'il a tout le temps bon, il réussit tout le temps à faire l'activité ou l'action.
Alors que les activités 2 et 3, en vert et noir, là, on voit qu'il démarre en difficulté, donc il n'arrive pas à faire les actions, mais avec du temps, il arrive à diminuer son erreur et donc progresse dans ses activités. Et donc on a pu observer que, au cours du temps, les enfants passent plus de temps sur les activités dans lesquelles ils progressent, donc ils sont intrinsèquement motivés par ces activités-là, donc dans les activités 2 et 3, que dans les activités 1 et 4, ou dans lesquelles ils ne progressent pas. Donc ce qui montre qu'intrinsèquement, un enfant, même en réalité un adulte humain, va être motivé et va éprouver du plaisir et de l'engagement à faire des activités dans lesquelles il voit qu'il réduit son erreur et dans lesquelles il voit qu'il progresse. Et donc on a utilisé ce modèle-là pour voir si on pouvait faire apprendre des agents artificiels et des robots. On a vu que ça marchait très bien, par exemple, pour des robots qui vont explorer leur espace sensori-moteur et apprendre à faire des actions dans leur espace sensori-moteur. Et vu qu'on a vu que ces modèles marchaient bien pour ça, on s'est demandé, est-ce que ces modèles peuvent être utilisés pour l'enseignement? Est-ce qu'on peut exploiter ces modèles pour voilà, aider l'apprentissage humain aussi? Donc, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on gère l'espace d'activité en exploitant le programme d'apprentissage? Comment est-ce qu'on fait pour exploiter ce qu'on a dit, le fait que les enfants, les humains en général, sont intéressés, sont motivés et sont engagés dans des activités dans lesquelles ils progressent? Donc ça, on utilise ce qu'on appelle on a utilisé ce qu'on appelle les algorithmes de bancs dimensionaux multibras. Donc c'est des algorithmes qui, au départ, sont utilisés pour étudier le problème des machines à sous. C'est-à-dire, vous avez plein de machines à sous, vous ne savez pas laquelle va être celle qui va vous donner le plus de gains, sur laquelle vous allez gagner le plus d'argent. Et donc vous allez devoir jouer aux différentes machines et ensuite faire ce qu'on appelle de l'inférence statistique, donc faire des statistiques et faire l'inférence pour savoir quelle va être la machine qui va vous donner la meilleure espérance de gain. Et bien là, l'analogie, c'est qu'à la place d'avoir des machines à sous, on a différentes dimensions d'activité pédagogique. Donc voilà, on a différents objectifs, différentes activités possibles. Et au lieu d'avoir un gain monétaire, un gain en argent, on a un gain en progrès d'apprentissage, qu'on va pouvoir mesurer au cours du temps. Et donc, basé sur ces algorithmes-là, on a créé un algorithme avec une architecture donc, qui s'appelle ZPDES, for Zone of Proximal Development and Empirical Success. Donc en français, ça donnerait zone de développement proximal et succès empirique. Et donc, pour cette architecture, on a besoin d'un espace d'activité, d'un formalisme, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc d'avoir différentes dimensions pédagogiques qu'on va pouvoir venir sélectionner différentes valeurs pour créer et proposer des espaces d'activité. Et on va devoir estimer le programme d'apprentissage pour chacune de ces dimensions. Donc à chaque instant, dans quelle dimension, dans quelle activité est-ce qu'on se rend compte que l'élève progresse le plus. Et donc cette estimation est faite en fonction du taux de réussite de l'élève. Et ensuite, on va utiliser un algorithme de bandit multibras pour explorer et exploiter les bonnes valeurs dans chacune des dimensions. Donc les différentes étapes dans l'algorithme, c'est que d'abord, on va donc générer une famille d'exercices. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, on va choisir l'addition de niveau 2, etc. Donc cette valeur, cette activité est choisie en fonction de ce qu'on appelle sa qualité. La qualité donc qui est établie en fonction du progrès qu'amène l'activité à l'apprenant. On va obtenir la réponse de l'apprenant en fonction dans les exercices qu'il a fait. On va calculer le nouveau programme d'apprentissage qu'il a fait. Est-ce qu'il a progressé? Est-ce qu'il a stagné? Est-ce qu'il a régressé? Et en fonction de ça, on va mettre en jour la qualité des valeurs choisies. Et comme ça, on va continuer. L'algorithme va proposer de nouveaux exercices. L'élève va répondre, et ainsi de suite. Et donc, l'algorithme va évaluer en temps réel le progrès de l'élève et essayer de lui proposer les exercices qui sont les plus pertinents pour le faire progresser. Donc, par rapport à l'exercice l'exemple qu'on avait tout à l'heure, ça nous donne, donc là, imaginons, on a une qualité pour l'addition à 80%, pour la soustraction et pour la multiplication à 10%. Donc, dans 80% des cas, en gros, l'algorithme va choisir l'addition. L'idée est quand même d'avoir toujours un peu d'exploration pour aller chercher même les choses dans lesquelles, pour l'instant, l'élève, par exemple, ne progressait pas, pour ne pas rester bloqué toujours dans la même chose et pour potentiellement proposer de la diversité et de la nouveauté à l'élève. Donc là, dans notre cas, on a 80%, on va dire que c'est l'addition qui est choisie. Ensuite, on va avoir donc différents niveaux de la même manière avec 70% en qualité pour le niveau 1, 20% pour le niveau 2, 10% pour le niveau 3. Donc la majorité du temps, ça va être le niveau 1 qui sera choisi.
Et pour la présentation, ici, on va avoir à peu près les mêmes probabilités, donc il y aura à peu près une chance sur 3 pour que chacune des différentes présentations soit choisie. On va se remettre dans les cas tout à l'heure, et on va voir la présentation avec les points. Donc voilà, et donc c'est comme ça que l'algorithme va choisir une activité, et donc il y a quand même du random, il y a de l'aléatoire. Le but étant de favoriser aussi l'exploration, afin de peut-être trouver d'autres activités dans lesquelles l'élève maintenant progresse. Peut-être dans lesquelles il ne progressait pas à un certain moment, mais après avoir fait plusieurs activités, peut-être que maintenant il progresse dans un autre endroit donc du graphe d'activité. Donc là, il nous reste un problème, c'est que si jamais tout l'espace d'activité est disponible dès le départ, ça se retrouve qu'on peut potentiellement proposer des multiplications avec des décimaux à des élèves, alors qu'ils ne maîtrisent pas encore l'addition avec des chiffres très simples. Et donc, dans le cas, on se retrouverait dans la théorie du flow de l'anxiété, où l'élève se serait présenté à un problème qu'il ne comprend absolument pas et qui ne peut absolument pas répondre. Et où donc l'élève serait totalement désengagé, etc. Donc pour pallier ce problème, on a ajouté à l'algorithme un ensemble de règles, en fait, de gestion des valeurs actives pour chacune des dimensions, pour activer ou désactiver des valeurs. Ce qu'on va appeler la zone de développement proximé. Donc, par exemple, ici, on va avoir au départ seulement l'addition qui est ouverte, avec seulement le premier niveau, et a priori toutes les présentations possibles, parce que là, on se dit que les présentations n'ont pas d'impact. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Peut-être qu'il vaudrait mieux au départ démarrer avec les points et ensuite mettre des chiffres, mais là, juste pour l'exemple, on va dire que toutes les présentations sont équivalentes et sont ouvertes dès le départ. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, l'élève ne va avoir accès qu'à ces activités-là et à cette famille d'exercices. Donc, au début, il va faire des décisions de niveau 1, et au bout d'un moment, si jamais on se rend compte qu'il maîtrise assez ces activités, on va venir ouvrir le niveau 2. On se dit, OK, il maîtrise assez, on voit qu'il commence à bien comprendre, ah ben, on va pouvoir commencer à lui proposer des choses un peu plus difficiles. Et au bout d'un moment, quand on va se rendre compte que l'élève maîtrise le niveau 1, on va venir le désactiver. De cette manière, on va arrêter de lui présenter des choses qu'il maîtrise complètement, auquel cas il pourrait s'ennuyer, et surtout au bout d'un moment, ça ferait que la ZPD devrait être trop grande, il y aurait trop d'éléments à proposer. Et donc de cette manière, la zone de développement paradoxal, donc on va dire les exercices proposables à l'élève, va évoluer au cours du temps, en fonction du progrès que fait l'élève. Et au sein de cette zone de développement proximal, l'algorithme va choisir quelles sont les activités qu'il voit font le plus progresser l'élève. Donc maintenant, la question c'est comment évaluer son impact sur l'apprentissage et la motivation. Donc ça, c'était le cadre des études dans les recherches que j'ai faites, en classe et avec... donc on a fait ces études en classe avec des apprenants, on les a fait aussi en simulation, mais on n'a pas tout le temps du monde, donc je vais juste parler de la dernière expérimentation qu'on a fait en classe. Et on a donc besoin de moyens de comparaison avec des références et des métriques. Donc, voilà, ZPDES utilisé dans les écoles, est-ce que ça marche? La grande question. Donc, on a fait des études dans des écoles au sein de l'Académie de Bordeaux. On a fait 2 campagnes d'expérimentation dans différentes écoles, avec un total de 1000 élèves, enfin d'un peu plus de 1000 élèves, dans l'Académie de Bordeaux, et avec plus de 6 mois d'expérimentation. Donc, la dernière étude qu'on a fait, on a été porté sur 600 élèves, d'environ 7 à 8 ans, donc c'était des élèves de CE1, où on avait 4 types d'activités. Chaque élève avait 4 sessions de 1 heure de travail, séparées par 2-4 jours. On avait 4 conditions expérimentales, donc c'est-à-dire qu'il y avait des élèves, donc enfin j'en parlerai après, mais il y avait des élèves où le moteur d'exercice était ZP2S, et d'autres c'était une séquence prédéfinie, donc qui sert de baseline, pour voir si notre algorithme a une plus-value ou pas. Et il y avait 3 types de métriques principales. Donc les conditions expérimentales étaient, comme je vous ai expliqué, donc une séquence prédéfinie qu'on va appeler prédef, qui est donc la baseline, ce qui va nous servir comme référence afin de voir si l'algorithme fonctionne bien. Donc cette baseline, c'est juste se dire, OK, l'élève, quand il fait un exercice, il fait 4 exercices d'affilée sur cet exercice. S'il a 3 juste sur 4, il passe à la suite. Sinon, il continue, il reste là où il est, jusqu'à ce qu'il arrive à faire 3 exercices sur 4. On avait les ZP2S, donc, qui est l'algorithme qu'on avait. Et ensuite, on a amené des conditions avec un peu une sorte de gamification.
C'est-à-dire qu'on a ajouté du choix. Au niveau de, donc comme vous allez voir après, ce sont des exercices. Donc l'activité, c'est une activité sur la composition de la monnaie. Et l'élève, en gros, doit composer ou rendre la monnaie sur différents objets. Et donc, pour amener de la gamification, on a amené du choix où l'élève pourrait choisir avec quel objet est-ce qu'il allait travailler. Donc, ce qui donnait donc deux autres conditions, qui étaient la séquence prédéfinie avec le choix et le ZPDS avec le choix. Donc, ces conditions ont été mises en place car, de base, comme je vous ai expliqué au début, l'hypothèse du programme d'apprentissage a été établie chez des enfants qui choisissaient eux-mêmes dans quelle activité ils engageaient, et non pas dans des activités qu'on leur proposait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, ce n'est pas quelqu'un qui leur disait « Ah, est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça ?» C'était dans des espaces où les apprenants avaient la liberté de choisir et choisissaient d'eux-mêmes, de manière intrinsèque, dans quoi est-ce qu'ils s'engageaient. Et donc là, l'idée était de voir si, en ajoutant une composante de choix, qui est donc une composante de la motivation intrinsèque, est-ce qu'on amenait les élèves à être plus motivés. Donc les différentes métriques principales qu'on avait étaient donc une mesure de performance, enfin plusieurs mesures de performance, l'analyse des activités au sein de l'application, et des pré- et post-tests. Donc ils ont fait un pré-test avant les expérimentations, et un post-test derrière, et on regarde la différence de score entre les deux pour voir s'ils ont appris quelque chose. Et ensuite, on avait plusieurs mesures de motivation. On avait donc un questionnaire à la fin des 4 séances, qui est donc un questionnaire avec 21 items pour savoir, voilà, pour évaluer en gros la motivation. Et ensuite, durant chaque séance, plusieurs fois par séance, ils pouvaient se dire comment est-ce qu'ils se sentaient. Donc au début, après, donc en général, il y avait d'autres types de questionnaires dans la séance, et après la séance de jeu. Voilà, donc le scénario, j'aurais dû vous présenter au début. Le scénario Kidlearn, donc qui présente les différents, donc les 4 types d'exercices qu'on avait, qui sont donc dans un cas la composition d'un prix avec donc des pièces et des billets, donc c'est un scénario autour de la composition des nombres basé sur la monnaie, donc le jeu du marchand et de la marchande, quoi, en gros. Et donc, il devait composer le prix qu'on voit à droite. Donc, tout ça c'était sur des tablettes. On allait dans les écoles avec des tablettes. Et les élèves travaillaient sur les tablettes en tactile. Et donc, ils faisaient du glisser-déposer. Ils devaient glisser les billets dans la zone centrale pour composer la somme à donner euh, à la marchand. Et donc, soit ils pouvaient être clients, soit ils pouvaient être marchands. Donc, avec du rendu de monnaie ou de la composition, et avec donc un ou deux objets. Et donc, comme je vous ai dit, dans le cas où il y a du choix, avant cet écran où on voit les billets, etc., ils avaient un écran qu'on peut voir en bas à droite où ils choisissaient d'abord sur quel objet ou avec quel objet est-ce qu'ils allaient travailler. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre ZP2S en action. Donc, tac. Donc, avant de lancer, donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on a toutes les. Donc, vous voyez sur la gauche, en ordonnée, on a toutes les activités. Donc, M1, M2, M3, etc., correspondent aux différents types et le niveau de difficulté. Donc, donc ça, c'est ce qu'on a en ordonnée. Et ensuite, chaque ligne correspond, les alliés correspondent à un élève. Et donc là, en fait, on voit à gauche les élèves qui travaillent sans ZP2S, et à droite, les élèves qui travaillent sans ZP2S. Et donc, en violet, ce sont les activités qui sont faites. Donc, comme on peut voir au début, attendez, hop, là, voilà, plein écran. Comme on peut voir au début, tous les élèves font le premier exercice. Et après, au cours de temps, on va avoir des cases vertes qui vont apparaître. Ces cases vont correspondre aux activités que les élèves ont fait. Et plus la case est verte, plus le taux de réussite de l'élève dans l'activité est élevé. On va voir, ça va aller assez vite, a priori, au bout d'un moment. Voilà, donc on voit à droite que le ZP2S il commence à bouger un peu plus vite. Et donc on voit que le ZP2S il commence à explorer beaucoup plus d'activités que la séquence prédéfinie. Donc, et vont beaucoup plus vite. Donc on voit après avec le temps, la séquence prédéfinie permet d'aller plus loin, mais l'algorithme permet aux élèves d'aller plus vite sur des choses. Et on peut voir aussi qu'il y a des élèves
qui continuent de travailler sur des choses qui sont un peu difficiles, comme on peut voir par exemple en bas. Voilà. Donc après, si vous aurez sûrement des questions peut-être là-dessus, on verra plus tard. Donc ça, c'était pour ZPDS en action. Et ensuite, donc on reprend. Tac. Et donc ça, par exemple, c'est pour voir les scores au sein de l'activité. Donc on a créé un score qui correspond aux activités réussies ou aux activités atteintes. C'est-à-dire atteintes, c'est les activités qui ont été présentées mais que l'élève n'a pas réussi. Donc les activités réussies, c'est celles que les élèves ont réussi. Et donc on peut voir donc en vert et rouge, ce sont les deux conditions qui correspondent à l'algorithme, avec ou sans choix. Et en bleu et noir, ce sont les deux conditions qui correspondent à la séquence prédéfinie, qui sont donc avec et sans choix. Et donc on peut voir que les élèves avec l'algorithme atteignent et réussissent en moyenne des activités qui sont beaucoup plus hautes et donc avancent beaucoup plus vite dans les parcours et réussissent plus. Donc ça, c'est d'un point de vue performance. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir aussi avec, avec ce diagramme, donc qui montre les transitions. Et il est peut-être un peu compliqué celui-là, peut-être qu'on le verra plus tard parce que je vois que j'ai pas trop de temps, donc peut-être on le verra plus tard celui-là. Voilà, on va parler plutôt avec cela. Donc ça, c'est les différences, c'est ce qu'on peut voir, la différence entre les pré-tests et les post-tests. Et donc ici, on peut voir dans les pré-tests donc la distribution des scores au niveau des pré-tests. Et donc la différence, on peut voir en vert et en rouge, toujours ZP2 et ZCO, on voit que les élèves ont plus appris avec l'algorithme qu'avec les séquences prédéfinies, peu importe qui est le choix ou pas. Et là, une question importante qui est donc la question de la motivation. Quand est-ce que les élèves étaient les plus motivés? Et donc ce qu'on peut voir, avec l'échelle de motivation et avec le score de motivation, c'est que l'algorithme en lui-même, en fait, n'a pas eu énormément d'impact sur la motivation de ce qu'on a pu mesurer, c'est-à-dire qu'on peut voir que ZPDS est prédéfini, bah, c'est à peu près équivalent, de même que pour ZPDS est prédéfini. Par contre, le choix, le fait d'avoir donné du choix aux élèves, même si c'était donc pas sur des dimensions pédagogiques, c'était juste du choix, donc une sorte de gamification, a rendu les élèves beaucoup plus motivés à travailler dans l'apprentissage. Et donc on peut voir que le meilleur algorithme, la meilleure condition a été celle dans laquelle on avait de l'algorithme ZP2S couplé à donc du choix, et à de la gamification en gros. Parce que ce qui est très important de voir, c'est qu'ici on voit que les élèves avec donc PCO, la séquence prédéfinie, et le choix, étaient tout aussi motivés. Par contre, c'est ceux qui ont le moins appris. Et donc, de cette observation, on en tire une hypothèse qui est que mettre de la gamification avec, entre guillemets, un moteur d'exercice inefficace peut potentiellement servir de distracteur. On va en fait plus distraire les élèves que les engager dans l'apprentissage et donc va réduire l'efficacité de l'apprentissage, même si les élèves du coup sont très contents et très motivés parce que ça les amuse. Contrairement au cas où les élèves travaillent avec un algorithme qui base sa présentation sur des activités dans lesquelles l'élève progresse, et où le choix va en fait synergiser avec l'algorithme pour rendre les élèves le plus motivés possible, et donc améliorer leur apprentissage. Donc voilà, c'est les conclusions, les discussions, c'est à peu près ce que je viens de dire. Dans le cadre général, ZPDS présente les meilleurs résultats. Et donc, on voit qu'un algorithme avec un programme d'apprentissage combiné avec de la gamification présente les meilleurs résultats. Et voilà. Et donc, la gamification semble avoir agi comme un distracteur dans le cadre où ce n'est pas couplé avec le bon algorithme. Petit exemple, du coup, pour finir, dans les dashboards, par exemple, au sein des produits Evidence B, donc par exemple dans Adaptive Lang, qui va donc par rapport à ce que je disais, on peut voir ici qu'on peut suivre par exemple la progression des élèves dans chacun dans différents objectifs. Donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça permet de voir différentes choses. Et donc on peut voir que les élèves ne progressent pas au même rythme. Il y en a qui avancent très vite, d'autres qui avancent moins vite. Mais l'idée, c'est que l'algorithme, du coup, va s'adapter donc, à la spécificité des élèves, à leur progression, et tout en permettant aux enseignants, donc, en leur donnant donc, des informations sur les élèves, en leur donnant par exemple le fait qu'un élève il a surmonté une difficulté, qu'un autre il rencontre une difficulté, etc. Et donc l'idée c'est que l'algorithme
gère quels exercices vont être proposés aux élèves afin de libérer à l'enseignant du temps sur ça, mais en donnant des outils aux enseignants pour exploiter cet algorithme, pour voir quel élève a potentiellement besoin d'un retour, avec quel élève travaille sur quoi, etc. Et donc, par exemple, avec ici, après, des précisions sur l'élève, qu'est-ce qu'il a eu comme résultat à quel exercice, à quelle activité, quand est-ce qu'il a eu des difficultés, quand est-ce qu'il a réussi, voilà, ce genre de choses. Et c'est tout pour moi. Je pense que j'ai fait une demi-heure, je suis dans les temps. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que des gens ont des questions? Oui, tout à fait. Est-ce que Élodie, Lydia, vous voulez prendre la main? Alors effectivement, il y a des Ouais, mon micro. questions dans le chat. Je vais peut-être couper pour voir directement les questions. Benjamin, pardon. C'était très, très clair. Et comme je disais, quand on ne m'entendait pas, pour quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien à la base, c'était vraiment très, très clair. Je vous remercie. Alors, il y a eu pas mal de commentaires dans le chat, mais moi, j'ai été connectée à un moment. Je n'ai pas les premiers, Élodie. Vous pourriez les... Moi, j'ai qu'à partir de 18h32. Oui, alors effectivement, je vais reprendre les questions. Oui, est-ce que les activités, si vous pouvez, merci. Est-ce que les activités ont été testées par des élèves en situation de handicap? Est-ce qu'on parle de mon système? Si on parle de mon système, non, c'était pas le but. Alors, en fait, c'est pas exactement vrai. Donc, moi, l'étude que j'ai faite ne concernait pas des élèves en situation de handicap. Par contre, j'ai une collègue chercheuse au sein de mon laboratoire qui a utilisé donc le Kidlearn, donc le produit l'application Kidlearn que j'ai faite dans lequel il y a ZP2S, pour voir si ça marchait bien avec donc des élèves. Je ne sais pas si des élèves qu'on considère en situation de handicap, mais qui sont comment ça s'appelle j'ai perdu les noms. En Ulysse. Oui, ce genre de choses, c'est ça exactement. Ouais. Alors en Ulysse, oui, ils sont en situation de handicap, ils sont reconnus en situation de handicap. Voilà, et donc ça a eu des très bons résultats. Les élèves ont bien réussi, ils étaient très contents. Mais après, il y a à la fois le fait que c'était l'application, mais également le fait que c'est sur une tablette, que voilà, l'interface est un peu gamifiée, etc. Donc il y a énormément d'éléments, mais l'algorithme a quand même mieux marché que la séquence prédéfinie, quand même, chez ces élèves-là. Donc, il y a quand même une plus-value de l'algorithme chez des élèves qui sont en situation de handicap. Après, il y a eu quoi comme... Je vais peut-être arrêter le partage. Voilà, pour qu'on se voit tous. Alors, à 18h32, il y a NG. Alors, je ne sais pas s'il y en avait avant, je suis désolée, je n'ai pas la partie avant, qui demandait comment sont définis les niveaux de difficulté. Hein. Alors, donc pareil, si on parle de moi, l'expérimentation, donc on travaille avec un enseignant, c'était lui qui a fait toute la séquence et tout le graphe pédagogique. Dans le cadre d'Évidence B, on travaille avec des chercheurs en sciences cognitives qui créent les contenus. Donc tous les contenus qu'on a, en fait, sont créés en collaboration avec des laboratoires de recherche et avec des chercheurs en sciences cognitives, qui, en fait, créent ce qu'on va appeler les graphes pédagogiques, qui correspondent donc aux objectifs et aux activités. Et qui vont donc définir ces niveaux de difficulté, comment est-ce qu'on passe d'une activité à une autre, d'un objectif à un autre, etc. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas. NG Bon. Pas de réaction. Next. Ensuite, il y a Jonathan André. Y a-t-il eu des expérimentations, très bonne question, avec des élèves en difficulté scolaire de type SECPA? Vous savez ce que c'est, Benjamin, les SECPA? Oui. Ouais. Alors, on avait des classes SECPA parmi celles dans lesquelles moi j'ai fait des expérimentations. Et donc, ça n'a pas été différencié
dans les résultats. C'est-à-dire que les élèves de SECPA ont été tous exposés aux différentes conditions, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves qui avaient l'algorithme, d'autres qui ne l'avaient pas, etc. Et donc, à la fin, on va dire que... Et donc, ça a l'air d'avoir marché de la même manière. Enfin, on n'a pas la différenciation actuellement chez eux. Par contre, chez Evidence B, on est en train de mettre en place une infrastructure et différents outils pour justement traiter cette question des élèves en difficulté, du décrochage scolaire, etc., pour avoir des suivis particuliers et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces populations d'élèves en particulier, qui représentent un grand challenge, vu que c'est ceux qui ont le plus besoin en fait, d'aide et d'être accompagnés pour les sortir du décrochage, ou du moins que ça se passe bien pour eux. D'accord. Donc, on ne sait pas à l'heure actuelle si l'algorithme que vous avez mis en place facilite les apprentissages pour ceux qui sont les plus éloignés. J'ai l'impression que si, par rapport à ce que vous nous avez présenté. A priori, si. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'a priori, si. Mais c'est juste que je suis scientifique, j'ai pas la data qui me permet de vous dire oui, exactement. Mais d'après, vu que la population a été, est représentée dans chacune des conditions, statistiquement et scientifiquement, on peut extrapoler le fait que donc ça marche aussi mieux pour cette population, pour les élèves en difficulté, que pour les élèves qui ne sont pas en difficulté. Parce qu'on a vu que tous les élèves apprenaient, même si ce n'est pas forcément vrai pour certains, mais a priori, ça marche pour tout le monde. C'est juste qu'on n'a pas sorti cette data particulière, on n'a pas regardé l'impact en particulier sur ces élèves, sachant que ça doit représenter... Là, on était sur des échantillons de à peu près 80 à 100 élèves par condition. Et les élèves donc en difficulté, dans SECPA doivent correspondre à 10 ou 15 élèves. Donc, c'est des échantillons très petits pour sortir des résultats. Donc, il faudrait refaire une expérimentation. On ne travaillerait qu'avec des élèves en SECPA pour avoir des échantillons assez grands, pour pouvoir dire qu'il y a une signification, que c'est significativement impactant. Ok. Voilà. Alors, il y a Donc, Anne Lemat qui demande si PIX n'est pas basé sur la même logique que ZPDES. Pix, je ne connais pas Pix. PIX, en fait, c'est, alors si je dis pas de bêtises, hein, vous me corrigez si j'ai tort, c'est la certification en fait qu'ont les élèves en informatique, qu'ils doivent valider dans le cadre de leur cursus. Je ne sais plus si c'est fin primaire ou fin collège. Est-ce que quelqu'un a la réponse exacte? A priori, ils n'utilisent pas ZPDES. Il n'y a que Evidence B aujourd'hui qui utilise ZPDES comme acteur des technologies éducatives. À ma connaissance, sauf si quelqu'un... Comment? Fin de collège, il me semble. Oui, c'est ça. Hein, je crois que c'est sur toute la scolarité avant le lycée, ouais. Le professeur de Bonjour, Claire Maillard-Sanière, Comment? conseillère pédagogique. Bonjour, je suis Claire Maillard-Sanière, je travaille au service école inclusive. PIX, Oui. effectivement, c'est à la fois collège et puis lycée et puis aussi post-bac. Et effectivement, je ne pense pas que ça fonctionne à partir d'un système type ZPDES, parce qu'en fait, on ne programme pas en amont un point de compétence initiale et des variables didactiques qu'on déterminerait en fonction du profil de nos élèves. Il y a une base de départ et par contre, au fur et à mesure, sur PIX, l'algorithme analyse où en est l'élève et continue à lui proposer le même type de contenu jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de le valider. D'accord. Oui, c'est une sorte de certification. Bon, comme vous ne connaissez pas, je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors, merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'en tant que professeur, on peut tout de même modifier le choix proposé aux élèves? Je pense que c'est dans les scénarios en fait, qui sont proposés aux élèves. Alors, il y a différentes choses proposées. Donc, ce qui peut être fait actuellement, c'est que les enseignants peuvent bloquer certaines parties du graphe. Donc, par rapport à ce que je montrais tout à l'heure, je vais repartager mon écran. Tac, tac. Donc, ici, donc, vous voyez dans ce graphe, donc, on a tous les objectifs. Je vais essayer de mettre en plein écran. On a tous les objectifs
ici. Et donc, ce que l'enseignant peut faire, c'est bloquer, par exemple, certains objectifs. Il peut dire, bah, aujourd'hui, peu importe ce que mes élèves y font, j'ai pas envie qu'ils travaillent sur ces objectifs, j'ai envie que ce soit ces objectifs-là qui soient travaillés. Il a aussi la possibilité de faire des playlists. Alors après, je suis pas expert de toutes les fonctionnalités autres que celles dont moi je m'occupe dans nos produits, il y en a beaucoup. Donc peut-être que si quelqu'un plus compétent que moi qui est actuellement présent dans la conférence veut prendre ces questions, vous pouvez, mais a priori, voilà, il y a différentes choses que les enseignants peuvent faire. Par contre, il ne peut pas directement agir sur le parcours de l'élève dans le sens où c'est l'algorithme qui, quand même, actuellement propose les exercices et propose des activités. Mais en fait, on va dire que c'est un mode, il y a un mode, entre guillemets, solo IA. C'est-à-dire que c'est l'IA qui propose des exercices. L'enseignant là-dessus peut bloquer voilà, des objectifs, des activités, etc. Et ensuite, il y a un autre mode, a priori, si je ne dis pas de bêtises, qui arrivera en fin d'année. voilà, qui sera un mode playlist donc, et donc qui permettra aux enseignants de faire des playlists avec les différents exercices, etc., s'il veut que ses élèves fassent certains exercices particuliers. Et donc pour ne pas justement dépendre de l'algorithme, mais dans un cadre où il veut plus travailler voilà, des choses vraiment spécifiques qu'il a envie de faire à un moment particulier. Je me permets d'intervenir, Benjamin. Je Oui. suis la personne qui a posé la question. Est-ce que l'élève, de son côté, peut aussi suivre ses statistiques? Est-ce qu'il voit quand il a faux ou quand il a… Alors oui, bien sûr, il a du retour. Il y a évidemment, quand il répond à des questions, évidemment qu'il a de retour, évidemment qu'il voit s'il a fait une erreur ou pas. D'ailleurs, actuellement, je crois qu'il y a des corrections qui sont proposées quand même. Peut-être Elodie, si tu me confirmes. Oui, effectivement, l'élève a son pourcentage de progression, son taux de succès. Il a aussi une idée d'où est-ce qu'il en est dans la ressource avec une frise qui lui indique les objectifs sur lesquels il travaille, ceux qu'il a débloqués et ceux qui sont encore verrouillés. Et il a des corrections, effectivement, à chaque fois qu'il répond à une question. D'accord, ok, super, merci. Alors, je continue, Benjamin. Il y a Voilà. autre question. Alors, Alors, il y a Salah qui vous demande s'il est possible d'avoir une vue plus détaillée des réponses des élèves. Est-il possible d'avoir une vue plus détaillée des réponses des élèves? Pour l'instant, je ne crois pas. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on ait d'outils qui permettent à l'enseignant de voir exactement qu'est-ce que l'élève a fait pendant ses exercices, mais c'est quelque chose sur lequel, pareil, on travaille actuellement, on est en train de travailler sur la mise en place de logs et de traces pour justement pouvoir tracer qu'est-ce qu'a fait l'élève pendant l'exercice, etc. Et donc, en complément, ce que je peux dire sur le tableau de bord que tu montrais, en fait, l'enseignant peut visualiser effectivement la progression, le tableau de bord que tu montrais. On voit chacun des exercices qu'a fait l'élève et l'enseignant peut cliquer. Donc là, c'est l'écran d'après en fait. Oui, alors voilà, là on voit chaque exercice, donc exercice 2, 3, etc. On va voir, il y a la prédiction de l'algo et ce qu'a réellement fait l'élève, et en cliquant sur l'exercice, on va voir l'exercice qu'a fait l'élève. Pour le moment, on voit l'exercice qu'a fait l'élève sur lequel il a réussi ou échoué. En revanche, on ne voit pas la réponse qu'il a faite. L'enregistrement de sa réponse, c'est prochainement, ça sera exactement ce qu'il a répondu. Là, on voit l'exercice où il a eu du mal ou celui sur lequel il a surperformé, mais on ne voit pas exactement ce qu'il a répondu. Et donc, c'est la prochaine livraison qui aura précisément la réponse qu'a faite l'élève. C'était Thierry qui parlait, je ne voyais pas qui c'était, j'ai du mal à me repérer. C'était Thierry. Ok. Alors, je sais, oui, ça on a fait. Alors, ça c'est bon. Alors, S payant. Oui, S payant. Ah oui, c'était avant. S payant. Je vous laisse répondre. Thierry. Et du coup, c'est payant au sens quelqu'un l'a acheté. Adaptive Math, ça fait partie des P2IA, donc c'est des marchés du ministère de l'Éducation. Et donc, ça a été acheté par l'Éducation nationale pour 5 ans pour tout le cycle 2. Donc, c'est du coup gratuit, puisque ça a été déjà acheté. Adaptive Langue, il a été acheté par des régions. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine, la région Île-de-France. Donc, il y a toute une série de régions qui l'ont là aussi gratuitement sur les ENT des lycées, mais pas encore sur toute la France. Voilà.
Oui, donc ce n'est pas les enseignants qui payent, on est bien d'accord. C'est Oui, voilà. oui. Non, C'est- on va aux collectivités ou au ministère, c'est ça notre. un peu comme les marchés des livres, je suis désolée, je n'arrive plus Les à me vacances, c'est normal. Ouais, oui, vraiment, c'est tout à fait ça, c'est terrible. Comme les manuels scolaires, hein. C'est un peu comme les manuels scolaires, c'est le même concept, hein, ou Pas pas exactement. Les manuels sont souvent, alors ça va dépendre si on est en école, en collège, lycée, mais peut être acheté au niveau de l'établissement. Donc, dans le cadre des lycées, c'est souvent acheté au niveau de la région, donc comme nos logiciels. En revanche, sur le primaire, nous, c'est directement par le marché public de l'État qu'on le distribue à toutes les écoles. Ok. Donc en fait, toutes les écoles ont Adaptive Math. Oui, vous faites adaptivemath.fr, vous rentrez votre adresse académique et vous créez votre classe. Et alors, soit à travers votre NT, soit en direct sur le site adaptivemath.fr. Et tout le monde peut tester du coup l'algo et envoyer ses questions à Benjamin en lui disant ça marche pas, c'est pas vrai ce que vous avez dit, ou c'est très bien. D'accord, mais je pense qu'il va falloir le diffuser un peu plus, hein, parce que je ne suis pas sûre que tous les enseignants du premier degré en France et dans les DROM savent que c'est gratuit et que c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est depuis septembre, donc c'est assez récent, mais effectivement, ça commence à se diffuser. Et je rajoute comme Une petite chose que vous avez dit, Thierry. Il y a aussi une notion de français et de maths qui arriverait en seconde au lycée, si je ne me trompe pas. Il y a un marché qui s'appelle remédiation seconde, et donc ça serait pour novembre prochain, 20 000 exercices en maths et en français pour les secondes, après les tests de positionnement qui arrivent en début de seconde en maths et en français. Donc là, il y aura une ressource qui n'a pas encore de nom, voilà, à la rentrée prochaine. Et qui sera basée sur le même système, on va dire. Il y a 7 algorithmes différents, mettons le ZPDES, qui seront présents dans. Voilà, ça c'est le même système mais renforcé. D'accord. En gros, ça partirait des résultats des tests de positionnement. En fait, c'est déconnecté au sens où il y a les tests de positionnement qui constatent un certain nombre de lacunes et c'est pour avoir une remédiation face à ces difficultés qui sont constatées dans les tests. En revanche, il n'y a pas de jonction entre les éléments, mais on avait une réunion avec la DEP cet après-midi pour livrer des secrets. Donc, l'élève pourra renseigner s'il le souhaite ou l'enseignant s'il le souhaite, mais sur volonté individuelle de chacun, ces résultats de tests pour plancher, on va dire, le parcours à partir de cette base de données issue des tests. D'accord. Sur volontariat. Ok. La question. Il y avait une question, c'est Catherine qui intervient. Il y avait une question qui portait sur la présence ou non du ZPDES dans Adaptive Langue. La réponse est oui. Hein. Tous nos produits aujourd'hui ont ce système de personnalisation qui a été présenté aujourd'hui par Benjamin, donc il les modules de maîtrise de la langue pour le lycée. Ok. Alors, Adaptive Langue fonctionne comme le projet Voltaire, point d'interrogation. Je ne connais pas le projet Voltaire. Non plus. Bon. Alors peut-être 2 éléments de réponse. En fait, souvent les autres ressources ont une sorte d'arbre de progression un peu automatique. Vous réussissez, vous allez à l'étape d'après. Donc non pas ce type d'algorithme ZPDES qui marche, comme l'a montré Benjamin, avec un graphe par approximation et avec une grande diversité de propositions qui vont être faites. Donc c'est très différent, le dispositif de progression. Et ensuite, l'autre différence, c'est la nature des exercices. Projet Voltaire fait partie de ces logiciels comme le Becherel, etc., qui cherchent à transmettre la maîtrise du métalangage grammatical, les notions grammaticales, alors que Adaptive Langue, c'est la maîtrise intuitive de la langue. Il y a très peu de métalangage, c'est pour essayer de renforcer la correction, on va dire, linguistique des élèves, mais pas forcément la maîtrise du métalangage. Donc c'est très complémentaire, j'ai envie de dire. Ok. Est-ce que le site est opérationnel ou est-ce encore en cours de développement? Je pense que c'est opérationnel puisque ce sont les logiciels où il y a encore... C'est opérationnel et des nouvelles features sont c'est en perpétuelle amélioration. Donc voilà. Donc c'est fonctionnel, c'est opérationnel et nous essayons d'améliorer le logiciel en permanence selon les retours. Voilà. Si les enseignants rencontrent des problèmes, on a un très bon service client. Voilà. Alors, en général, les bugs sont résolus en quelques jours. Il nous reste 5 minutes. Alors, Augustin de Madécourt vous dit qu'il n'est pas d'accord avec votre dernière affirmation sur la gamification qui permet au contraire lui de mobiliser les élèves
Alors, je peux juste un peu, parce qu'on a écrit là-dessus au Café Pédagogique il n'y a pas très longtemps et on s'est appuyé sur, on a interviewé Eric Sanchez qui travaille justement sur cette thématique. Et selon lui, il y a toujours le risque de perdition, comme ce que vous aviez présenté. J'ai retrouvé en tout cas, je ne suis pas une spécialiste, hein, mais dans les propos de Benjamin, la conclusion d'Eric Sanchez qui quand même est une... Eric Sanchez, donc, qui est chercheur où? Parce que ça m'intéresse du coup, parce que du coup, ça peut être. Je crois qu'on n'a pas mis de référence, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui a On va vu cet te mettre en connexion avec lui, Benjamin, on le connaît Je bien. crois qu'il est à Vaud, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûre en fait. Je fais tellement d'interviews. Donc, Eric mais Sanchez. À voilà. Genève. Oui, c'est Genève, voilà, c'est pas vous. Ok, on verra. Ok, très bien, ça m'intéresse. Ok. Alors, vous dites que c'est pertinent parce que vous prenez en compte l'émotionnel, ce qui est vrai. Là, on a 4 minutes, il y a encore 20 questions, je sais pas. En gros, l'idée, c'est... Donc on peut peut-être, voilà, juste pour faire plus simple, c'était juste que la gamification, en règle générale, est une aide à la motivation, mais que ça peut aussi être un distracteur. Et donc, même si l'élève est motivé à en fait jouer, donc, ça ne va pas l'aider forcément à apprendre. Voilà, c'était ça la conclusion. En considérant l'émotionnel, c'est pertinent. Ok, très bien. Quelles sont les applications en langue vivante étrangère? Donc, c'est Adaptive Langue. D'accord. Sur quel système fonctionne l'application? Est-elle RGPD? J'imagine que oui, si vous avez le... Tout à fait, c'est RGPD et ça fonctionne. Ça fonctionne donc dans le navigateur, dans Firefox, machin, et on n'a pas encore les versions mobiles, c'est ça? Ça fonctionne sur les smartphones, mais on a une application qui va sortir, mais ça, voilà, ça fonctionne. Et ça fonctionne dans le navigateur, dans le smartphone, c'est responsive a priori. Donc c'est ça, voilà. Ok. Est-ce qu'il est possible de travailler hors ligne? Oui, on a. Alors. Je ne sais pas. Oui. Je sais pas où on s'en est, mais de base, c'était c'est une des problématiques qu'on a, et c'est une des problématiques qu'on essaye de faire, c'est que actuellement, d'un point de vue technique, on essaye de faire en sorte que l'on puisse travailler même avec des modes hors connexion pour les établissements, par exemple, qui ont des connexions lentes, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Je ne sais pas à quel point le déploiement fonctionne, enfin, à quel point c'est opérationnel, mais en tout cas, c'est une des problématiques que l'on a et sur lesquelles on travaille. Ok. Ensuite, est-ce que le site propose des corrections des erreurs? Alors, des fois, oui. Alors, je sais que, enfin, en tout cas, moi, j'en ai vu. Peut-être qu'Élodie a plus d'éléments. Oui, il y a systématiquement une correction. Voilà. Alors, est-il possible de... Alors, Jonathan vous demande s'il est possible de participer aux expérimentations en tant qu'enseignant en SECPA. On demande sans arrêt à faire des expérimentations, donc vous écrivez à Élodie, je ne sais pas si c'est contact à Adaptive Math, mais oui, volontiers. J'ai mis l'adresse contact d'Évidence PV. Alors, travaillez-vous en partenariat avec l'Université de Rennes 2 qui propose le logiciel Tacite pour travailler l'implicite et le vocabulaire? Sinon, cela pourrait être intéressant. Des pistes de... Je ne comprends pas. Alors, Thierry, vous aviez répondu à Sandrine. Et sur le long terme, les acquis sont-ils mieux ancrés? Bonne question. Alors, nous, notre post-test, on l'a fait à un intervalle de 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas long ancrage, mais c'est 2 semaines, c'est à peu près le temps pour avoir les premiers, c'est-à-dire le premier ancrage. C'est-à-dire qu'a priori, à partir de 2 semaines, d'habitude, c'est là où la mémoire, ça commence à être sur la mémoire à long terme. Et donc, on a vu que le post-test, ça marchait. Après, on n'a pas refait de post-test à 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça, on l'a pas vu, mais de toute façon, a priori, ils ont continué d'utiliser les compétences qu'ils ont acquis en travaillant dessus, après, dans le reste de leur parcours, quoi. Donc, a priori, ça a continué d'être ancré, ça a continué d'être mobilisé. C'est pas comme si c'était des problématiques abstraites qu'ils avaient appris et qu'après, ils ne réutilisaient plus. Donc, dans ce cadre-là, pour l'instant, on n'a pas de résultat. Enfin, on n'a pas Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui. Allez-y.
Ça fait déjà 30 minutes que j'attends mon tour. S'il vous plaît, est-ce que l'algorithme ou le contenu proposé par l'algorithme contient de... Oui, madame. Est-ce que le contenu proposé par l'algorithme propose de multiples formats, c'est-à-dire des supports visuels, ou uniquement il se contente de supports écrits sous forme de phrases? Mais ça dépend des contenus, ça. Il y a des très nombreux gameplays. Oui, il y a plein de formes d'exercices différentes. Et ça, en fait, c'est indépendant de l'algorithme. L'algorithme, lui, en fait, il traite ce qu'on va appeler il traite le graphe de connaissances. Donc, en fait, comment est-ce qu'on a articulé les activités, les objectifs entre eux, etc. Et il est indépendant, c'est une des grandes forces de l'algorithme, il est, on va dire, domaine agnostique. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant du domaine. On peut à la fois travailler des langues, enfin, l'algorithme peut à la fois gérer des graphes sur des langues, sur des mathématiques, sur des choses comme ça. La seule nécessité pour qu'on puisse utiliser l'algorithme, c'est qu'on puisse formaliser le contenu, enfin l'organisation du contenu, d'une manière que l'algorithme peut exploiter. Ok. Alors, Karine Grégoire-Richard, Adaptive Math n'est pour l'instant que pour les classes de primaire. C'est bien ça? Cycle 2, pour le moment, oui. Cycle 2, oui. Et je rejoins une autre question. Je vais combiner les réponses. Je crois que c'est Claire qui posait, je ne suis pas sûre, hein, désolée, qui posait la question de la maternelle, de la grande section de maternelle, et à juste titre. Non, c'était 4 Yeux-Cross. Est-ce que c'est utilisable en grande section? Puisqu'il y a peu, c'était du cycle 2, la grande section. Ou pas du tout? Il faudrait essayer, mais a priori, je pense qu'il y a toute une partie d'exercices qui marchent pour la grande section. Et encore une fois, comme l'algorithme va s'auto-régler pour que l'élève ne soit pas en difficulté, allez tester sur Adaptive Math. C'est vrai qu'on a commencé sur le cycle 2 par ce marché du ministère, mais les chercheurs qui travaillent derrière travaillent sur dès les petits âges des bébés. Donc, il peut y avoir des questions sur le sens du nombre. Peut-être que oui, Catherine, tu veux intervenir? Bon, enfin, voilà. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, le module sur le nombre, qui travaille vraiment sur des capacités qui sont innées, on le sait aujourd'hui chez les enfants, sur l'estimation des quantités, enfin, vraiment adapté aussi aux grandes sections. Voilà. Okay. Alors, est-ce que ZPDES va être développé pour le lycée? Il l'est déjà à travers Adaptive Langue. On est bien d'accord, hein? Oui. D'accord. Alors, on vous remercie aussi. Alors, a-t-on accès au temps mis par l'élève pour réaliser chacun des exercices? Oui, on retrouve effectivement dans justement ce qu'on montrait tout à l'heure, le tableau de bord avec les différents exercices. On peut cliquer pour voir si l'élève a répondu correctement ou pas et le temps de réponse. D'accord. En fait, il y a un autre algorithme qui s'appelle le clustering, qu'on n'a pas montré, qui va regrouper les élèves par profil d'apprentissage sur l'exercice en question et qui prend du coup beaucoup la variable temps, ceux qui répondent trop vite ou ceux qui prennent du temps. Donc, c'est une variable qui est combinée à d'autres pour faire des groupes un petit peu de profils homogènes à un temps T. Donc, le temps est pris en considération. D'accord. Et toujours de la même personne, de même, a-t-il la possibilité, l'élève, de faire une hypothèse et de revenir sur sa procédure avant de valider sa réponse et de savoir s'il a réussi ou non l'exercice? Tester avant de valider? Oui, alors, effectivement, il peut choisir, ça dépend, hein. Si on est sur un QCM ou une rédaction, il peut commencer à taper, effacer sa réponse avant de valider. Et tout ça est intéressant. Toutes ces hésitations sont prises en charge par l'algorithme parce qu'effectivement, les élèves qui répondent trop vite et qui valident, ou ceux qui réfléchissent, ceux qui hésitent, tout ça, ce sont des variables qui sont intéressantes aussi pour l'aider à progresser et comprendre où est-ce qu'il en est. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Et dans le module sur la résolution de problèmes en particulier, donc, qui a été développé avec Emmanuel Sander, donc, qui est un chercheur spécialiste des opérations arithmétiques dans Adaptive Math. Il y a les outils sont disponibles pour les élèves comme un cahier de brouillon. Donc l'élève peut s'entraîner avant même de répondre de façon, je dirais, engageante. De toute façon, grâce aux ZPDES, finalement, il n'y a pas tellement de risques à répondre, parce que si on a une mauvaise réponse derrière, il y a d'autres exercices qui sont proposés, mais il y a vraiment cette fonctionnalité de brouillon qui est proposée. Alors, il y a une question de Marjorie, mais je pense que vous avez répondu. L'algorithme propose-t-il des variantes de progression en fonction de la typologie des erreurs des élèves? Je pense que c'est le principe, non? Alors, pour l'instant, c'est pas exactement ça. Donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place pour l'avenir, dans le futur.
C'est-à-dire qu'actuellement, alors en fait, si jamais la typologie d'erreur va correspondre par exemple à un score particulier, là, D'accord. l'algorithme peut le prendre en compte. C'est-à-dire que par exemple, si on se dit, OK, tel typologie d'erreur, ben, on va pouvoir évaluer comme un score à, imaginons, 0,4 sur enfin, 40%, on va dire, de réussite à l'exercice. Il va pouvoir prendre ça encore. Par contre, actuellement, l'algorithme, il ne prend pas en compte vraiment de sémantique. Donc ça fait partie des limites actuelles de l'algorithme, mais ça fait partie des choses qu'on est en train d'étudier, qu'on a donc il y a plusieurs temps. Dans un premier temps, déjà, il faut tracer ces différentes problématiques, il faut tracer les types d'erreurs, donc il faut les qualifier, les caractériser, les tracer. Et ensuite, on va mettre en place des algorithmes dont le but va être justement d'apprendre au sein de la data, donc au sein de la donnée qu'on va récupérer sur les activités des élèves, est-ce qu'on voit qu'il y a des typologies d'erreurs qui sont corrélées à certaines choses, par exemple des typologies d'erreurs qui sont corrélées à certains types de progression, ou au fait que l'élève, quand il fait ce type d'erreur, alors à d'autres endroits, il va faire d'autres types d'erreurs, et donc on peut établir une sorte de profil et se dire, ah, ok, ben là, l'élève, on voit qu'il n'est pas bon là-dessus, du coup, il faut lui proposer ce genre de choses, etc. Mais ça, c'est plus pour l'avenir. Pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Ok. Ensuite, y aura-t-il un développement maths ou français pour le cycle 3? Donc, oui, il y a des marchés qui vont sortir. Donc oui, on va avoir du maths et du français pour le cycle 3. Et Adaptive Math est-il utilisable dans les écoles françaises à l'étranger? Bonne question. Du réseau AEFE ou de la mission laïque, Thierry? Alors oui, on s'inscrit avec une adresse académique, mais c'est des établissements qui n'ont pas d'adresse académique. Et dans ce cas-là, Élodie, tu expliques la procédure. Il suffit de s'inscrire sur Adaptive Math et de cliquer un autre pays pour que ça rentre, non? Oui, effectivement, sur le pays dans lequel vous êtes, et ensuite de rentrer le code UAI. UAI, c'est? UAI, c'est le code de l'école. Chaque école a un petit code. Et D'accord. s'il n'y en a pas sur les lycées français, ça arrive dans notre boîte. Et c'est pas gênant. voilà. C'est Voilà, pas voilà. gênant, vous pouvez quand même vous inscrire aussi. Alors, Stéphanie vous demande quelles langues vivantes sont proposées dans le logiciel. Alors pour l'instant, on n'a pas de langue vivante, on n'a que la langue française, avec D'accord. Adaptive Langue. On l'a en Italie avec Sanoma, un autre éditeur, mais pas en France. Ok, je continue. Hop. Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Non? Ah, est-ce utilisable en cycle 3? Pas pour l'instant, j'imagine. On a certains professeurs des écoles qui utilisent Adaptive Math pour le cycle 3. Ça permet de revoir les fondamentaux et aussi pour des élèves en difficulté en cycle 3. D'accord. Je pense que c'est pour vous cette question, Élodie. Vous envoyez le replay de la conférence pour, je crois, qui arrive Oui, un peu en effectivement, retard. toutes les personnes inscrites auront accès au replay et seront notifiées par mail. Ok, Alors, Stéphanie vous demande si vous allez élargir votre offre aux langues vivantes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on va être sur les langues vivantes. Là, pour le moment, on y est à l'étranger. C'est-à-dire que pour l'Italie, on a fait du latin et du grec, mais voilà, pas d'une langue tout à fait vivante. Et il y a des projets en anglais. Oui. Alors, il y a Annie qui vous dit qu'on ne peut pas accéder à Adaptive Math avec une classe de GS car la case GS n'est pas proposée. Alors, effectivement, comme c'est une ressource de cycle 2 au moment de l'inscription, on ne peut pas sélectionner grande section, mais même si cette personne met CP ou C1, ça n'aura pas d'impact sur le contenu auquel elle aura accès. Donc, d'accord. Elle peut sélectionner une autre classe. J'espère que j'ai loupé aucune question. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Élodie? Non, oui, hein, effectivement, oui. J'ai aussi répondu dans le chat, donc c'est bon. Ouais, okay. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Benjamin, pour la qualité de cette présentation et d'avoir réussi à vulgariser des choses aussi. Merci, Élodie. Merci, Thierry. Merci, Catherine. Et puis, on se voit tous le 8 mars. À très bientôt. Et vous aurez le compte-rendu de cette conférence le lundi de la rentrée des vacances parisiennes. Parce que le café est en vacances. OK? Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.